Et la crème pour avoir de temps en temps. J'ai pas réussi à en faire beaucoup parce que j'avais peur que quelqu'un débarque dans le bureau. Ça peut pas. Moi, je fais beaucoup de télétravail, on a prévu. Normalement, je donne dès que j'ai un créneau de commande. Les enfants, moins de minutes de la C'est la fête parce que c'est rentré dans le grand. c'est une truc de faire ça. C'est plutôt plus classique, c'est qu'un mètre sans ça. J'étais là pour ouvrir ma route. Il y avait du monde, j'imagine. 700 places Là, il y a eu du high level le dernier mois à Lyon. Il y a eu aussi des stars de feu, une très belle. Et lui, je le connais des réseaux sociaux, mais je ne connais pas ses travaux. Il est plus connu que ça. Moi, il fait la publicité avec. Il en a parlé pendant 5 minutes. Ça fait juste que je dis pas. C'est assez conceptuel. Avec ce bâtiment, la santé silencieuse. C'est pas grand parce que quelqu'un a 103 ou 100, il a un peu de quand même, mais Il a l'habitude de l'exercice-là. Je me rappelle, j'avais été choqué quand le précédent qui avait des physiques pour le Baudron. Il a fait pas mal de télé juste après. Ouais, il y avait eu une question, c'était un truc avec des enfants. Il a demandé ce que tu peux expliquer c'est quel volume de titre en 30 secondes. Ça n'y passe pas trop. Je refuse en gros de m'abaisser à ça. Comme ça. Il avait dit si tu ne peux pas expliquer un truc c'est compliqué. Ben oui, je trouve. Ben, c'était un contre-exemple justement par rapport à Laurent qui lui accepte Et le gars il s'en voulait pas. J'ai passé 2 jours avec des clients. En plus de la leçon il y a des débats étranges, des petits groupes, avec une vingtaine, trentaine d'étudiants. Je pense que ça fait au moins 2 fois, voire 3 fois. Tu ramènes un Il y avait des traces à mettre dedans.
demander de vous installer, s'il vous plaît, puisque nous allons bientôt commencer cette deuxième partie de journée. Recoiffez-vous, la LTB est là. Si vous devez parler, soignez le timbre de votre voix, parce que Ludo est là. Il enregistre, il ne filme pas, mais il enregistre la beauté de votre voix. Donc, installez-vous, s'il vous plaît. Et je vous souhaite un excellent moment où ça va être introduit par Céline. Bonjour ou rebonjour à celles et ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de croiser. Moi, je m'appelle Céline Martin, je travaille pour une association d'éducation permanente, le Centre d'action laïque de la province de Liège. Vous êtes ici dans le cadre de Rêve Général. Rêve Général, art, science, démocratie. Eh bien, nous allons ensemble, sur ce temps de midi, vivre un moment particulier. Un moment où vont vraiment se mêler l'art, la science et la démocratie. Certains d'entre vous le savent déjà, cette journée a pour ambition de réfléchir à comment on peut envisager l'avenir, l'adaptation au changement climatique, pouvoir être chacune porteur d'une réelle culture du risque, d'une réelle capacité à s'adapter, à gérer ce qui est ingérable. Les inondations, juillet 2021, sur notre territoire, chacune, je pense, connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou peut-être lui-même a été impacté. Alors pour ce moment particulier donc, place à la mise en voix, au théâtre, un théâtre documentaire qui va lui-même, dans sa création croisée, des données froides scientifiques, des données chaudes sensibles, où le projet s'est nourri du travail artistique de Caroline Lamarche, de Françoise Després-Toujourlot, s'est nourri du travail artistique fait par le Centre culturel d'Anglore, avec notamment le photographe bien connu des Liégeois et Liégeoises Boldo, et s'est nourri aussi d'interviews réalisées il y a peu. Alors, c'est bien du théâtre amateur, ce ne sont pas des professionnels. Ils vont vous présenter le résultat de leur travail de formation. Ça va durer une petite heure. Nous aurons ensuite le plaisir d'accueillir une réflexion, une interrogation, un débat avec Christine Mailly, qui est la secrétaire générale du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. N'oubliez pas d'éteindre vos GSM, je ne suis pas plus longue. À tout à l'heure. Petite pluie d'été, petite pluie que j'aime, tombe sur les ramiers, tombe sur les troènes, tombe sur les brebis rentrant du pâturage, tombe sur moi aussi qui lui tend mon visage. Puis elle prend la nuit, doucement, par la manche, et doucement se penche sur la route qui luit. Petite pluie que j'aime, petite pluie d'amour, efface les troènes, les ramiers, le grand jour, efface les brebis, efface mes visages, et laisse le village entrer seul dans la nuit. Maurice Carrel. Tout le pays des deux côtés de la rive n'est pour ainsi dire qu'une vaste nappe d'eau. La Vesdre a pris des allures d'un fleuve et d'un fleuve en colère.
Ces citations ne datent pas de juillet 2021, elles datent respectivement des années 1878 et 1880. Elles ont été retrouvées dans la presse de l'époque. Bonjour, je m'appelle Fanny. Moi, c'est Christelle. Marion. Jean-Marie. Et Paul. On ne se connaissait pas avant ce projet. Non. Et donc on est allé à la rencontre de personnes qui vivent à Angleur. Esne, Rousseur. Et dans le port de Liège. Caroline, Brigitte, Raphaël, Tony et Tony. Et le gang des paillettes. Le gang des paillettes. Oui, le gang des paillettes, 5 octogénaires de Quincampoix. On en a vu que 3, mais c'était déjà vraiment bien. Et on a lu plein de témoignages aussi. Oui, parce qu'à ce moment-là, à la mi-juillet 2021, nous savons qu'on n'était pas à Liège. On n'a pas tous vécu les inondations. Moi, j'étais en vacances à Majorque au soleil. Et moi, je bossais dans les Pyrénées, dans une boulangerie, il faisait vraiment super chaud. Moi, je télétravaillais, je regardais la pluie qui tombait par la fenêtre et j'étais bien content d'être au sec. En fait, moi un peu, rien à voir avec ce qui s'est passé ici. J'habite un peu en hauteur à Queue-du-Bois. Et pour la première fois, j'ai eu de l'eau qui s'est infiltrée par le sol. J'ai eu 2-3 cm d'eau dans le salon. J'ai reçu un message d'un collègue qui habite près de Verviers. Il nous disait, je suis sur le toit, on est sauve, j'attends qu'on vienne nous sauver. Je n'ai pas compris ce qui se passait. C'est mon père qui regardait les infos sur les réseaux. Moi, j'étais à Charleroi, mais j'habitais déjà à Liège. Et j'ai entendu à la télévision que Liège était déjà en état d'alerte et que des routes étaient déjà bloquées. Donc on est revenu dardard avec mon copain et son alpha sur Liège. Toute ma rue avait déjà été évacuée, toutes les voitures étaient parties. Il m'a laissé là et il est reparti pour sauver son alpha. Aux infos en France, ils en parlaient que quelques minutes. Je pensais pas que c'était si dramatique. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver ici, à l'autre bout du monde, oui, mais pas chez nous. 2 semaines après cette catastrophe naturelle, la plus meurtrière de l'histoire du pays, le gouvernement wallon reconnaît les inondations des 14, 15 et 16 juillet 2021 comme calamité naturelle publique dans 209 communes. 209 communes touchées sur 262 communes wallonnes. 100 km² de zone inondée. Pour vous dire, ça fait 14 000 terrains de foot. 45 à 50 000 maisons sinistrées. À Pépinster, une dizaine de maisons situées le long de la Vraise se sont effondrées. 50 000 véhicules ont été endommagés, 11 000 mis hors d'usage. Certains, emportés par les eaux, ont dû être élitreillés pour être sortis du lit des rivières à l'aide de 2 NH-90 de tout gros hélicoptères. Les rivières en crue ont emporté d'importantes quantités d'objets en plastique, de mazout de chauffage et de véhicules, contaminant les cours d'eau et les sols. 160 000 tonnes de déchets charriés par les eaux. À Liège, 2 péniches ont sombré dans la Meuse. La situation était critique, aussi pour les réseaux téléphoniques. Dans plusieurs communes, le réseau de distribution d'eau a dû être mis à l'arrêt à la suite d'une coupure d'électricité. La distribution du courrier dans de nombreuses communes sinistrées a dû être arrêtée. Plusieurs tunnels à Liège ont dû être fermés. Celui de l'autoroute pendant près d'1 an. La renouée du Japon, plante particulièrement invasive qui étouffe la flore locale, a vu sa dispersion favorisée par les inondations. Entre 80 000 et 100 000 habitants ont été impactés par ces inondations. 39 personnes sont décédées. Que s'est-il passé? Toujours l'eau va dans l'eau, et toujours à ce même ruisseau, et toujours eau diverse. Étienne de la Boétie. Que s'est-il passé? Certains disent. C'est la faute du barrage de Peine. Ils ont reçu une alerte. Ils ont lâché l'eau en catimini, de nuit. Tout le monde a parlé d'une vague énorme à 2 h du matin, alors que la veille au soir ça baissait. Ce n'était plus une inondation, c'était un tsunami. Une analyse indépendante de la société suisse Stucky, commandée par le ministre wallon Philippe Henry, souligne que, premièrement, le barrage ne prévoit pas de constituer de manière anticipée une réserve supplémentaire. Deuxièmement, la capacité du barrage aurait permis de stocker la moitié du dôme de pluie, donc 6 sur les 12 millions de mètres cubes tombés ces 3 jours-là. Troisièmement, le lâcher préventif n'a pas été possible à cause de la rapidité de la crue. Et pour conclure, le rapport estime qu'il n'y aurait aucun lien entre le mode de gestion du barrage et ce fameux phénomène de vague.
Mais alors, que s'est-il passé? Déroulement des faits. D'importantes chutes de pluie consécutives au blocage d'une goutte froide sur l'Europe occidentale arrosent la Belgique depuis la deuxième semaine de juillet 2021. Emmanuel a dit. Il y a un fou dans le quartier. Et de temps en temps, les fous, il faut savoir les écouter. Il disait, alors qu'il n'y avait pas encore d'eau dans la rue, vous allez voir, il y aura de l'eau jusque-là. Et il montrait le haut d'une boîte aux lettres. C'est ce qu'on a lu. Ces précipitations s'intensifient le mardi 13 juillet, provoquant des débordements. La nuit du 13 au 14 juillet, la province de Liège a été particulièrement touchée. Au fil de la journée du 14 juillet, la situation s'aggrave fortement dans la province de Liège. Le jeudi 15 juillet, la Vesdre, l'Ourcq et la Meuse sortent de leur lit et inondent une bonne partie des communes qu'elles traversent. C'est pourquoi celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Tony nous dit. Pour parler du jour J, 0 minute 0 heure, on nous annonce le matin, attention, il va y avoir des inondations. Alors, c'est les inondations pour nous, de 5 cm d'eau dans les caves, un reflux des égouts. Et en effet, dans la rigole, il y avait un peu d'eau, comme quand on jette un seau d'eau. Brigitte raconte. Je ne sais déjà plus vous dire quand est-ce que l'eau a commencé à monter. On a quand même reçu un message Facebook de la ville de Liège qui disait que les gens qui vivaient au rez-de-chaussée devaient évacuer et ceux qui avaient un étage pouvaient rester dans les maisons et se diriger à l'étage pour peut-être tenir quelques jours. Je me suis dit, ça va aller Brigitte, c'est pas ici, mais c'était quand même à 3 km. Et tout à coup, au milieu de la rue, une vague. Cours bien vite prévenir papa de boucher les soupiraux, de mettre des sacs de sable ou quoi, hein, parce que il y a un problème. J'avais déjà de l'eau jusqu'à la cheville. Je traverse et ça continuait parce que les eaux arrivaient d'une autre rue. On déviait déjà les voitures, mais moi mes voitures, elles étaient là. Et je me dis, ben, c'est trop tard, hein. Il y en a déjà jusqu'à les cieux. J'aurais pu prendre ma voiture, mais ma femme criait. Au secours! Il y avait des torchons au soupiraux pour essayer de colmater, mais on est descendu dans la cave, on a essayé de boucher, mais directement avec la pression, ça revenait. Tant pis, je dis, on laisse tomber, je dis. Ça ne sert à rien, il faut remonter. Tant pis pour ceux qui sont dans la cave. Et en remontant, l'eau continue à monter, et elle arrivait aussi par derrière la maison, parce qu'elle était un peu en contrebas. Alors on se dit, ça va s'arrêter ce truc, c'est pas possible. Ça s'arrêtait pas, c'était Niagara, vraiment, Niagara. Je suis restée toute en bas à regarder l'eau monter. Et là, je me suis dit, bah allez Brigitte, il est peut-être temps que tu déguerpisses. Caroline, elle réside au port des Yachts à Liège, sur une péniche. Et donc moi, je suis du côté Meuse, avec les péniches. Puis il y a la petite route pour garer les voitures là. Et il y a tout le côté avec les bateaux de plaisance. Et notre petite route, elle commençait à être inondée. Mon mari, il avait déjà vécu des crues et des petites inondations avec ces petites routes inondées. Mais sans plus. On a donc sécurisé entièrement le bateau. Et à ce moment-là, on s'est interrogé. En se disant, est-ce qu'on part ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Rien que d'en parler, j'en ai le ventre qui tremble. Et donc on n'est pas parti. On n'a pas vraiment dormi de la nuit. Et le jeudi matin, on s'est rendu compte que c'était trop tard. On ne savait plus sortir de notre bateau tout seul. Et donc c'était assez hard quand même. On était coincés sur la péniche. On voyait côté Meuse des caravanes et les frigos qui passaient. Et de l'autre côté, notre petite route là, elle était complètement inondée. Avec l'impossibilité de quitter le bateau, tout
tout seul, à pied, on risque de se faire emporter, voire même tuer. On envisageait donc des solutions pour quitter le navire. Le premier plan, c'était une tyrolienne. C'était vraiment un très mauvais plan. J'aurais jamais pu tenir à bout de bras. L'odeur était terrible, indescriptible. Une odeur de vieux, de pourri, de mort, de gasoil. Et le bruit, avec tout ce que l'eau charriait. Les rouleaux de la câblerie D'Eupen, les containers de chez Cormand. Les bruits qu'on n'identifiait pas, on s'accrochait aux haies pour partir. L'eau était très froide, très boueuse. On ne voyait pas où on mettait les pieds. L'eau m'arrivait déjà au ras des fesses. Et tout le monde disait, ne traverse pas, ne traverse pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait des rondins qui traversaient la rue aussi. Mais j'ai quand même traversé, hein, j'ai réussi. Mais une fois, l'eau arrivait à hauteur de ma poitrine, et c'était froid, et j'en pouvais plus. J'avais froid. On regardait l'eau monter, on discutait avec les voisins, on essayait de rassurer les enfants. La petite de 16 ans était déjà en panique totale. Elle ne sait pas nager. Elle a très peur de l'eau. Elle nous disait, mais laissez-moi ici, partez. Évidemment, on n'a pas fait. On voyait plus le toit de ma voiture. J'étais trempé comme une canne. Vers 3-4 heures du matin, il y a des gens qui passaient avec des canaux, des petits canaux pneumatiques. Et j'ai crié, est-ce que c'est possible de traverser? Parce que mon épouse est de l'autre côté, elle est toute seule, elle a peur. Plus d'électricité, hein, surtout. Tout avait sauté. Et ils m'ont transporté jusque-là. Je me rappelle, eh ben, j'étais en petite culotte, tout mouillé. Ben oui, j'avais pas pris le temps de battre mon maillot de bain, on n'est pas à la plage. L'idée était de lancer une corde depuis un canot en mode passeur depuis la berge. Avec un d'un côté, mon mari, puis 6 de l'autre. L'idée était donc de quitter le bateau comme ça. Avec le chat Génépi qui a 20 ans. On partira pas sans Génépi. Donc imaginez une coque de quasiment 5 mètres de haut. Descendre par une échelle qui n'est pas attachée, juste posée sur la coque ballante. Et qui ne va pas jusqu'au bout. Donc il faut lâcher l'échelle et se jeter dans le canot. Ah, c'était épique quand même. Et donc là, j'étais à genoux. J'étais à genoux et mon mari me hurlait. Assieds-toi, assieds-toi. Et moi je lui hurlais, donne-moi le chat, donne-moi le chat. Et en fait là, à un moment donné, il a eu peur. Donc il a lâché du lest parce que le canot il partait avec le courant. Et donc là, le canot il part avec le courant. Et là, j'ai eu trop peur. Je me suis mise à crier, au secours, je vais mourir, je vais mourir. Et là, les autres de l'autre côté qui tiraient la corde pour me ramener jusqu'au banc. Puis là, à un moment donné, la seule chose dont je me souviens, c'est un énorme bras, couvert de tatouages. Et là, c'était un pompier volontaire qui était arrivé entre-temps, qui m'a fait sortir là. Un jour, une dame sonne à la porte et nous dit, madame, c'est ici qu'habitent les deux héros. Dans la nuit du 15 au 16, vers 22 heures, l'eau commençait à descendre. Nos deux fils, accompagnés d'une vingtaine de copains, ont tendu les cordes près du pont. Ils ont escaladé par derrière et ils ont évacué une centaine de personnes dans le quartier. Ils avaient le lot jusqu'au bassin. Ils ont pris des risques. C'était dangereux. Ils ont pêché en collègue de travail, ils ont évacué un enfant en bas âge et nous on ne savait pas tout ça. Personne au petit matin ne redoutait un massacre des hommes par les rivières. Une crue, oui, de l'eau dans les caves, mais pas ça. On n'avait plus de bottes. On n'avait plus de brosse. On n'avait plus de sous. On n'avait plus rien du tout. Hein. On a fait ce qu'on peut avec ce qu'on avait. Et on n'avait pas de gants, et c'était en plein Covid. Là, je peux vous dire que tous les gens d'ici, ils n'ont pas mis leur masque. Hein. Le Covid, il en a pris un coup avec ça. Mais le problème, c'est que c'était pas que de l'eau. Il y avait de la boue, beaucoup d'hydrocarbures, et ça ne sentait vraiment pas bon. Hein. Et on était en Lagadou. Ensuite, on nous a dit, vous mettrez tout sur le devant. Ben oui, on n'avait pas le choix, malin. On viendra systématiquement enlever. Mais ça, je peux vous dire, ça s'est pas fait du jour au lendemain. On avait tellement besoin d'aide. Il y a un monsieur qui ne pouvait plus accéder à sa maison. On lui interdisait l'accès et lui criait « Je veux récupérer mon chien, je veux récupérer mon chien !» Des bénévoles qui passaient par là avec une barque l'ont entendu et l'ont aidé. Ils ont cassé la porte et là il y avait le chien. Il était sur le plan de cuisine et il attendait. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est une entraide spontanée, a dit l'autre Tony. C'était pas que les jeunes, que les vieux, tout le monde a donné à son niveau un coup de main. Je prends par exemple le cas du bourgmestre, qu'on a critiqué parce qu'il n'était pas assez présent, mais le premier coup de téléphone de la journée,
tous les jours, bien avant 8 h du matin, je l'avais de la part du bourgmestre. Franchement, je ne me suis pas posé de questions. J'avais du temps, j'étais pensionnée. Et puis les autres, ils ont leur vie, ils ont leur petite vie, leurs petits soucis, leurs petits problèmes. Non, moi, voilà, j'habite tout près, j'ai été aidée, ça m'a semblé normal. Et puis la surprise de ne pas avoir d'électricité, surtout pour ma petite femme qui avait besoin de son petit café du matin. On a d'abord pensé à nous, comme toute personne bien égoïste. On a cherché une solution pour se faire du café et on a utilisé le barbecue à gaz. Mais de l'autre côté, les gens, eux, ils n'ont pas d'électricité. La voisine que ma femme connaissait très bien, ben on lui a servi son petit café du matin. Oui, parce qu'ici, Croix-Rouge et compagnie, inexistant. Puis on a proposé du café et on n'en avait pas assez pour tout le monde. Plus. Tous les gens sont venus. Même parfois au départ, des curieux qui se sont transformés en bénévoles. On a mis 2 casseroles, mais ça n'allait pas assez vite. Et puis je me suis souvenu qu'il y avait au terrain de foot une taque et j'ai été la rechercher. On a cuit avec plusieurs casseroles et fait du café pour tout le monde. Ensuite, on a retrouvé le courant et on a continué avec les percolateurs pour les pompiers et les autres bénévoles aussi qui arrivaient. Des cars sont venus du Limbourg, avec des brosses, des miches, des bouteilles d'eau. Alors, après 2-3 jours, moi j'ai dit, Tony, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est parce que, en fait, je n'attendais pas du tout de secours. C'était surtout des bénévoles, des citoyens, qui sont venus surtout avec leurs mains. On commence par où, madame? Est-ce que je peux nettoyer? Et puis on a commencé à avoir des repas, organisés par l'armée. Bon, on a tous été malades avec ça. C'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée, mais enfin c'est l'intention qui compte. Et de fil en aiguille, on s'est dit qu'on avait aussi des congélateurs qui étaient pleins. Et on a décidé d'utiliser cette viande parce que 3 congélateurs, c'est un peu trop pour moi tout seul, même si j'ai bon appétit. Et on a commencé à faire à manger pour les sinistrés et les bénévoles. Mon frère, qui tenait un café, a décidé de donner un coup de main et mettre son cuistot à contribution. On a pris ce qu'on avait sous la main, puis les dons sont arrivés. Et on a fait à manger sur place pour tout le monde. Je ne connaissais personne, alors que ça fait plus de 30 ans que je vis là. C'est ce truc positif. Il y a une solidarité. Et j'ai découvert mes voisins de toute la rue, parce qu'on se retrouvait forcément dehors. On a fait de grands barbecues, tout le monde apportait à manger, on a vidé nos frigos, et ça a été le truc merveilleux. On a tous gardé un lien, vraiment. Malgré que c'était pas fini chez moi, j'ai été jouer de l'accordéon pour les sinistrés. Ouais, j'avais du travail, mais allez, tu viendrais bien jouer un petit bout. Allez, voilà, j'y ai été, et c'est comme ça que ça s'est passé. Raphaël, il nous raconte. Les rues étaient sans dessus-dessous, avec des grues partout, qui raclaient, nettoyaient les rues et remplissaient les camions d'évacuation des déchets. Mon mari était devenu pote avec un des grutiers. Les grutiers, c'est comme tout. Il y a des cons, puis il y en a des sympas. Et il y en avait un en particulier qui était très sympa, et surtout il était très doué avec sa machine. Un jour, mon mari lui lance un défi. De récupérer un gobelet rempli de café, avec sa grue, et de le déplacer d'une poubelle à une autre poubelle, sans en renverser une autre. Et bien il s'est exécuté comme un chef. Tout le monde criait de joie, l'applaudissait. Et ces moments-là, ça fait vraiment du bien et on s'est fait plein d'amis. J'ai pu faire plaisir à quelqu'un, c'était pour moi un juste retour. Quand je suis arrivé en Belgique, les gens m'ont aidé. Je ne connaissais pas un seul mot de français et tout doucement, je n'ai eu personne qui soit venu pour me maltraiter ou quoi que ce soit. J'ai toujours été bien accepté, tout de suite bien intégré. Donc pour moi, c'était le moment de rendre ce qu'on m'avait déjà donné. Une autre chose que nous avons particulièrement appréciée dans le fait de ne plus avoir ni d'eau ni d'électricité, c'est d'aller prendre nos douches en conteneur prévu à cet effet, en famille. Nous adorions tous les 5 aller à la douche, ensemble, comme au camping, et rigoler comme des baleines dans les algécos. Même quand nous avions récupéré l'eau, mon mari et mon fils continuaient d'aller là-bas, parce qu'ils adoraient cette ambiance. Le côté rassurant, c'est de savoir qu'on peut un peu plus compter les uns sur les autres quand on a besoin d'aide. C'est dans la difficulté qu'on voit vraiment la véritable identité des gens. On regardait les gens passer, mais on ne se contente plus de la regarder passer. On fait connaissance, on se croise, on dit bonjour, comment vas-tu?
et on se raconte un petit bout de notre vie. Ça permet des relations. Sans ça, j'aurais jamais connu un écrivain public. Je ne savais pas, moi, que c'était un bénévole. Et gentiment, il y a vraiment des gens au niveau de la maison de la laïcité, un tas de personnes venues de Flandre, de Bruxelles, de Wavre. Et j'ai même trouvé des photos. Regardez. On aurait dû prendre les noms pour continuer à s'écrire. On s'est mis sur Facebook, mais quand le temps passe et avec tout ce qu'il y a encore à faire, ben, ça tombe un peu, mais pas dans les oubliettes. Et moi, je ne saurais pas oublier. Enfin, mais depuis tout ça, depuis ces événements-là, j'ai des pertes de mémoire à moi maintenant. J'ai vraiment des pertes de mémoire. L'inondation subie est pour tous un traumatisme grave. Il reste imprimé dans la mémoire et bien souvent dans le corps des sinistrés. L'inondation subie représente un appauvrissement réel des victimes. Avec une dévalorisation du patrimoine immobilier dans le cours immobilier local ou régional, en cas de volonté de revente. Le coût des travaux de réhabilitation non totalement couverts. Les travaux et aménagements de prévention à la charge du sinistré. Le coût de remplacement des biens mobiliers et usages domestiques qui ne sont pas totalement couverts. Tous ces éléments font que les victimes n'ont pas les moyens de bouger et de s'installer ailleurs. Pour la reconstruction, il y a encore maintenant des trucs à faire. Mais il fallait trouver des gens, tu n'en trouvais pas. Chez moi, c'est moi qui ai tout fait. Et tout le monde est pratiquement encore en travaux maintenant. Partout. Ma voisine, ça se termine tout doucement. Mais c'est pas terminé. Et de l'autre côté aussi. Et la maison d'à côté, ils sont toujours en travaux. Là, ils disent que c'est terminé. Et 3 maisons plus loin, la maison était reprise, on ne sait même pas par qui. Et la dame là, ben, elle est morte. Le quartier ici a des gens qui reviennent. Mais tout doucement. Donc si on commence à faire le bilan tout autour, 2 ans plus tard, eh bien il n'est pas positif. Il n'est pas du tout positif. L'inondation subie est aussi un traumatisme psychique. Est-ce que j'ai vécu des choses un peu plus mal, moralement, vous voulez dire? Je vous dis, à part que ça reste ancré en vous et qu'on n'oublie jamais, à part ça, non, non, je vois pas. Être bouleversé par un tel événement est normal. Étienne Vendy, président du CPAS de Trot, échevin de la santé et psychologue de formation, nous dit: on est allé chercher des canettes. On en pense ce qu'on veut, mais c'est de la médecine psychologique de crise. Après de tels événements, il est tout à fait normal de développer un stress aigu, avec des difficultés du sommeil, des pensées intrusives, des problèmes de concentration et l'évitement de tout ce qui évoque la catastrophe. Mais ces troubles doivent diminuer au fil des jours. S'ils subsistent encore au bout d'un mois, il faut y être attentif et aller consulter un psychologue spécialisé dans les traumatismes. Il y a des risques importants de dépression, d'anxiété et de syndrome de stress post-traumatique. En ce qui me concerne, j'ai vu l'eau vraiment monter toute la nuit. Et ça a été la grosse panique parce qu'on s'est senti ici complètement isolés. On était entourés d'eau, personne ne savait venir nous voir et on était dans nos maisons, on attendait les infos. C'est vrai, c'est quand même un peu traumatisant, même si j'ai pas vécu pire par rapport à d'autres rues. Quand des gens vivent un événement traumatique, généralement, ils retournent dans un environnement sécurisant, où ils retrouvent leurs repères. On retourne dans ses meubles, dit-on. Or, ici, tout cet environnement avait disparu. Le retour à la maison n'était pas un retour à la sécurité. Moi, maintenant, chaque fois qu'il pleut un peu fort, Ça me ça me travaille travaille dans la tête. Et ça me fait peur. Ça, on n'est pas prêt d'oublier. J'avais vraiment l'impression d'être à Bagdad, de voir des camions qui passaient pour nous jeter des sacs poubelles, pour nous apporter de quoi boire, de quoi manger. Je suis encore émue quand je vous en parle. Parce que c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Dès qu'on a de la pluie, on a eu de la pluie là, dernièrement, je commence déjà un peu à paniquer. Parce que ça me fait peur. Dans ce cas-là, je me dis, mais commence déjà par faire attention à ta cave. Mets de côté les choses précieuses. Ce qui est souvent le plus dur, c'est qu'après un certain temps, les victimes se sentent oubliées. On ne parlera vraisemblablement plus d'elles.
alors que beaucoup n'auront toujours pas retrouvé leur habitation et seront toujours dans des difficultés matérielles. C'est cette question de soutien dans la durée, que ce soit par les proches, mais aussi par les assurances, qui peut être problématique. Cela peut donner lieu à une victimisation secondaire. À ce moment-là, la personne ne se sent plus nécessairement victime des inondations, mais plutôt du système, du fonctionnement de la société. Et cette victimisation secondaire peut accentuer ou maintenir une symptomatologie traumatique. Ma gamine, elle a fait une réaction, espèce de petit trauma, un retardement. On parle vraiment de trauma. 1 an plus tard, beaucoup d'anxiété. On se rend compte qu'elle a perdu beaucoup de poids. Une espèce d'anorexie, mais non, on n'était pas là-dedans. Par contre, beaucoup de stress depuis les inondations. Il y avait beaucoup de premières fois en plus dans sa vie. La réto, rentrer à l'université, les premières amours, les premiers examens. Beaucoup de choses pour elle en même temps. Et des peurs. Et beaucoup d'anxiété qui sont arrivées a posteriori, autour du bateau. Quand il pleut, elle a peur. Quand elle est toute seule, elle a peur. Et donc tout ça s'est mêlé. Alors il faut trouver des stratégies pour qu'elle ne soit pas seule, même à 18 ans. Il est mieux vu de souffrir d'un rhume que d'un stress post-traumatique. Donc beaucoup de personnes essayent de résister et viennent consulter trop tard, quand la symptomatologie est déjà bien ancrée. Le plus dur, c'est après. J'ai été voir un psychologue. J'ai commencé à fréquenter tardivement le groupe de parole. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Voir tous ces gens dans des situations impossibles, prêts à m'aider, j'ai été bouleversée. Et là, les larmes sont revenues. Il ne faut pas nécessairement s'engager dans une thérapie de longue durée. Simplement, parler 1 heure au téléphone via une ligne d'écoute peut s'avérer très utile. La santé mentale, dit-on, est l'une des disciplines où l'on obtient le plus de résultats positifs. Le souci, c'est que peu de gens y ont accès. Les effets psychologiques attribuables aux inondations entraînent une lourde perte en termes d'espérance de vie en bonne santé. Et d'autre part, sur le plan matériel, pour la victime, le coût d'un état de stress post-traumatique dépasse, dans la majorité des cas, le montant des dommages aux bâtiments et au mobilier. Les intervenants, tant professionnels que volontaires, risquent de leur côté de présenter un traumatisme indirect. J'ai contacté un des échevins pour un suivi psychologique. Parce qu'un des bénévoles, à un moment donné, il a craqué. Il a craqué de voir le problème chez les gens. Et il a vu. Et lui, il n'y arrivait plus. J'ai téléphoné et on a pu mettre quelque chose en place. Et ce risque peut être aggravé par la naissance d'un sentiment permanent d'insécurité, lié à la répétition des catastrophes avec le dérèglement climatique. Nous allons en quelque sorte tous devoir apprendre à vivre avec, sans développer une trop grande éco-anxiété. On en parle tout le temps dans le quartier. Il ne se passe pas un jour sans qu'on en parle. Dès que le temps se gâte un peu, là directement, on sent un petit stress. Alors ça y est, c'est reparti, c'est ce qu'on se dit. On en parle tout le temps, je pense qu'on n'oubliera jamais. Enfin si, peut-être les générations suivantes, ça ira mieux, mais nous, c'est vrai que quand on parfois on regarde des rétrospectives à la télévision, j'ai l'impression que c'était pas chez nous. Alors ce qui se passe à l'étranger, les tempêtes, les cyclones, tout ça, il y en a plein dans le monde. Et chaque fois on regarde cela d'un œil détaché. Et puis maintenant on se dit, mais non, nous aussi ça nous est arrivé. On a vécu ça, comme vous dites. Le climat s'emballe. Et ça fait peur. Longue, longue comme des fils sans fin, la longue pluie, interminablement, à travers le jour gris, ligne les carreaux verts avec ses longs fils gris. Infiniment la pluie, la longue pluie, la pluie, la longue pluie avec ses longs fils gris, avec ses cheveux d'eau, avec ses rides, la longue pluie des vieux pays, éternelle et torpide. Émile Verhaeren. L'être humain a besoin de sécurité. La colère lui donne l'illusion de pouvoir reprendre le contrôle sur sa vie et d'avoir un impact sur les événements pour se sentir mieux. On a entendu tellement de choses.
Beaucoup sont convaincus que si c'est arrivé, c'est parce qu'il y a eu une erreur humaine. Je ne suis pas experte. Moi, je ne peux pas vraiment répondre à ça. Mais c'est vrai que les infos étaient tellement diffuses. On n'a pas compris. Et nous, ici, on est à 50 mètres de la Meuse, et c'est même pas la Meuse qui a débordé. On se pose tout plein de questions, mais on n'aura jamais les réponses. Et pendant qu'on dégageait, on nous disait « Allez remplir vos papiers sur les places, il y a un bus de chez Kias qui vient, qui va vous aider. » C'était une boîte de con, hein, parce qu'ils nous aidaient à faire des papiers. C'est pas des papiers qu'on avait besoin. Quand on apprend après que les assurances sont tenues dans un certain délai de faire des actions, lui, je dis ça va, et puis alors il me demandait des fichiers Excel encore. Parce que je cherchais un fichier Excel. Moi, je n'ai pas Excel, moi. Hein. En plus, hein. Bon, j'ai eu des problèmes de santé ici il y a 3 semaines. Ma tension a été montée à 18. Hein. Et sur un papier, il faut écrire. Je ne suis pas un écrivain, moi. Hein, donc, je fais de la musique. Et donc, avec leur truc Excel, ils se faire vraiment foutre. Hein. Désolé, mais moi, j'ai pas Excel. C'est la même chose, quoi. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Ce qui était énervant dans l'histoire, c'est qu'ils me demandaient, à un moment donné, hein, je veux dire, le pupitre, ouais, combien je l'ai payé et combien ce qui coûte maintenant. Hein. Mais attends, moi j'ai plus de comptabilité, moi tout est parti. Hein. Alors, il fallait rechercher sur Internet, mettre un montant, puis le tableur, il fait son audition. Attends, avec ça, il fallait y joindre une photo. Ils ont eu 2,5 gigas de photos, hein, et de vidéos. Quand on a rempli le dossier, la dame qui l'a rempli, puis on est très content de cette dame-là, elle a vraiment fait ça, vraiment correctement. C'est une dame de Namur, elle venait à Liège de mi-journée pour justement ce genre de truc. Elle m'a dit, bah, ne te tracassez pas, je vais lui sortir moi-même, et puis elle a tout rempli. Et il y avait des photos, mais elle les a imprimées en noir et blanc. Et le premier gestionnaire, ou le deuxième gestionnaire que j'ai eu, je dis que ça n'avançait pas. Lui, les photos ne suffisaient pas. Il voulait des photos couleur. Quand déjà on en arrive à des trucs assez, t'as rien à faire dans un truc public. Là, hein. Il faut arrêter là. Il faut arrêter, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Hein. Alors, j'envoie par 8 transferts. 8 transferts, tout parce qu'il faut le temps. Hein. Bon. J'envoie, ils ont 8 jours pour les télécharger. La première fois, ils n'ont pas cherché. Hein. Donc ils n'ont pas eu, ils me les réclamaient. Et en plus, après, ils ont demandé qu'on commande un expert à mes charges. Attends, à mes charges. Et c'est lui qui va faire l'expertise de ce que vous avez perdu. Ok. Donc j'ai payé 800 euros. Hein. C'est pas possible. Je prends mon. Je ne bouge pas, je ne fais plus rien. Je reste au téléphone. Le téléphone, mon ligne sont occupées. Les lignes sont occupées. Les lignes sont occupées. Les lignes sont occupées. Quand on téléphone pour les assurances, on est toujours sur une liste d'attente. Vous êtes le numéro X sur la liste. On passe des heures sans réponse et puis la communication se coupe. Et on doit tout recommencer. Taper 1, taper 2, taper 3. On se croyait habitué à ces répondeurs-là. Mais moi, après tout ce qu'on a vécu, je veux une voix qui me réponde. Je veux quelqu'un qui me parle. Il faut lutter contre les experts et leur offre au rabais ou incorrecte. Une dame attend toujours les 10 000 euros promis, dossier perdu pour les corps de métier, ainsi que les assurances qui pourrissent la vie des victimes qui doivent tout reconstruire et sans cesse se justifier. Il y a pas mal de bonne volonté, mais les dossiers traînaient. C'est quand même le brol, hein. Tout le monde était dépassé. On ne répondait plus au téléphone. On ne savait avoir aucune information sur les aides éventuelles, surtout pour ceux qui n'avaient pas d'assurance et qui devaient s'en sortir par le fond des calamités. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être assistés, qui étaient complètement largués. 8 jours après le drame, un expert mandaté par Etias a débarqué. Il a regardé vite fait l'intérieur et il m'a dit tout de suite: ne croyez pas qu'on va vous offrir une nouvelle maison. J'avais fait une liste des biens détruits, il ne l'a même pas regardé. Et il me lance 16 500 euros, ça vous convient? Je n'ai jamais eu de ces listes. Et j'ai signé le document qu'il a arraché de son calepin. Il a pris ensuite une autre feuille en me disant d'écrire: je certifie qu'à partir de demain, j'arrête de fumer parce que la cigarette coûte cher. Et là je lui ai dit: tu te fous de ma gueule?
Le premier expert n'est venu que le 6 janvier. Plus de 4 mois après la catastrophe. On n'a eu aucune avance. On a tout fait nous-mêmes. Mettre les murs à nu, casser les carrelages, tout neuf, refaire l'électricité. On a passé tout l'hiver sans chauffage. Heureusement, il n'a pas été carabiné. 7 mois plus tard, on signe enfin avec les assurances. Au forceps. Ces gens-là, ils comptent vraiment sur notre latine. On va même remplir un formulaire. 32 pages. Mais ils sont fous, hein. C'est pas possible d'être comme ça. Et il fallait aller chercher sur Internet. Internet, on n'avait plus, hein. Plus d'imprimante, plus d'ordinateur, plus rien, moi. Et tout le monde demandait de faire ça sur des fichiers Excel. Ben les gens qui demandent ça, je m'excuse, hein, mais il faudrait faire une potence sur la place au square ici, hein, et les portes touchent haut et court. Ouais! Christine Maï, secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, nous dit: le risque, c'est la réindividualisation du problème, la confrontation directe et violente des plus précaires face aux institutions, à l'argent, aux assurances, etc. Elle dit aussi: cette catastrophe nous oblige à penser l'avenir de manière holistique. Nous ne pouvons pas viser simplement une hausse du pouvoir d'achat, entendue au seul sens de consommer. Il faut se battre pour le pouvoir de vivre. Ce qui s'est passé et ce qui se passe est exceptionnel. Ne devrait pas se reproduire. Les autorités vont prendre des mesures fortes, je suppose. On peut évidemment tout questionner. Le bétonnage, les constructions autorisées en zone inondable. En face de chez nous, il y a toutes les façades à l'arrière qui reposent directement sur le bord de la mer. Et c'est une succession d'annexes, d'extensions, de garages construits au fil du temps. Beaucoup de ces constructions sont fissurées, fragilisées, et ça pose question pour l'avenir. Un hydrologue a déclaré à la télévision qu'il faudrait apprendre à construire différemment, utiliser moins de béton, rehausser les berges, fabriquer des maisons sur pilotis. Je veux bien, moi, mais nos petites maisons, elles sont là. On doit continuer à vivre avec la rivière près de chez nous. Une nonagénaire à la mémoire prospère raconte: s'il y a une chose à retenir, ce qui s'est passé est une leçon difficile pour la vallée. Si l'on doit en retenir quelque chose, c'est qu'il faut prendre soin de la rivière, lui donner de la place et la curer, car la nature est plus forte que l'être humain. L'Institut culturel d'architecture de Bruxelles se demande si l'architecture peut réconcilier le fleuve et ses habitants. Ah oui, et Etienne Bendy, celui des canettes, il nous dit: nous avons tous besoin d'une base de sécurité, même si ce sentiment est subjectif et peut-être une illusion. Mais les illusions sont nécessaires. Ce sont des protections. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu cela. Christine Maï dit: pour nourrir la mémoire collective, reconnaître les sinistrés dans leur statut de victime et créer de nouveaux imaginaires, on aura aussi grandement besoin des artistes. Vivre avec l'eau pour les habitants des vallées, c'est une évidence. La force motrice, la rumeur fraîche, les nuances saisonnières, sauf que cette eau-là, ce n'était pas la même. Il faut en tirer des enseignements, prévoir une marche à suivre en cas d'une éventuelle récidive. Avec le recul, comment faire mieux? il y a trop de béton. Ici, il n'y a plus un brin d'air. On vit dans un monde où il y a de plus en plus de béton. Ça nous a appris. On doit se relever de ça. Les générations de maintenant doivent le prendre. Nos politiques doivent le prendre. Il y a un besoin de culture du risque. C'est-à-dire que le risque zéro n'existe pas. On doit vivre avec. Et du coup, savoir ce qu'il faut faire si ça arrive de nouveau. Et pour tous les acteurs, les élus, les techniciens, les citoyens. Car on n'est pas préparé lors d'une inondation, même si on a déjà été touché. On pense que les aménagements réalisés, les bassins d'orage ou le curage des cours d'eau vont régler le problème. L'idée est d'accompagner les riverains pour réduire leur vulnérabilité face aux inondations et coulées de boue.
offrir un relais local sur le terrain. Recueillir les données sur les inondations, informer, sensibiliser. Entretenir la mémoire du risque, parce que les gens oublient vite. Il faut rester vigilant et réactif. Et il convient d'en informer tous les nouveaux habitants. Par exemple, dans la province du Manitoba, au Canada, un petit fascicule a été édité en 2014 pour la gestion du stress en cas d'inondation, en cas d'évacuation et après l'inondation, où il est question de prendre soin de son corps et de son esprit. Pourtant, un bon canadien. 10 mois après la catastrophe, des hommes et des femmes d'Angler, une quinzaine, sont invités à se réunir pour parler, dire, exprimer. Des ressentis d'abord, puis des demandes de changement. Lors de leur rencontre au centre culturel de leur quartier, ils formulent des attentes. Ils souhaitent des alertes météo, une meilleure gestion des barrages, un dragage des cours d'eau, un entretien des égouts. Ils exigent qu'on arrête de couper des arbres et qu'on en replante. Ils disent stop au béton. Ils réclament une meilleure information, accessible à chacun et chacune. Être informé, ce n'est pas seulement avoir accès à Internet. Ce sont des toutes boîtes, des courriers, des mégaphones qui passent et repassent, et une personne qui sonne à la porte. Ils espèrent que le politique, les administrations et tous les autres tireront des leçons de ce vécu. Ils disent avoir des difficultés à garder confiance. Le travail de reconstruction est lourd et long. Du courage, il faut en retrouver chaque matin. Et au fait, le gang des paillettes. Elles sont inimitables. Stop quoi, arrêtons les frais. Ça devient vraiment... Ça, il va falloir qu'on surveille. Oui, oui. Réunion et... Enfin, si tu veux, on a eu une petite enveloppe pour le comité de quartier de Quincampoix. C'était la Fondation Baudouin, si je ne me trompe, et l'Association des humoristes belges qui avaient donné une petite somme pour qu'on fasse des ateliers pour nous sortir de notre morosité. Que tu parles bien. Oui, c'est vrai. Oh, non, porte-parole. Au départ, on était les mousquetaires, puis on est passé au gang des paillettes avec Super Au drôle de dame, enfin. Et ça, c'est notre d'Artagnan. Ah oui, on se Et nous avons lu. Mais bien sûr, il faut du Christian. Il nous faut Christian. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle du tout. Et nous avons lu 2 séries de dimanche en atelier avec Annick, je pense, oui. Et nous faisons des expositions, nous exposons nos œuvres, on ne peut pas croire. Mais tu l'as vu une fois au restaurant avec oui, je vois. Super. Il faudrait qu'on ait un peu des subsides de nouveau pour faire des ateliers. Oui. Qui avons-nous appelé les frères Taloche. Mais s'ils donnent des sous. On collabore tous ensemble, on se tient tous ensemble. Mais comment c'est foutu, hein? Ah oui. Le gang des paillettes, 260 ans à L3, ont mis en place des activités qui se passent tous les jours avec les enfants, les parents, les pensionnés, avec les adultes. Ce sont des animations avec la collaboration d'animateurs et d'animatrices, des excursions, des visites. Bref, depuis les inondations, un modeste pavillon des pensionnés est devenu un véritable centre d'animation intergénérationnelle à Quincampoix. Aujourd'hui, Brigitte fait du bénévolat pour les SDF. Avant, elle aurait pensé que les SDF, voilà, s'ils en sont là, c'est qu'ils le veulent faire. Mais le fait d'avoir vécu le malheur de près, d'avoir vu la détresse des gens, ça a changé son regard et elle ne voit plus vraiment le monde comme avant. Depuis les inondations, ils ont créé un groupe de quartier sur Facebook pour chaque fois qu'ils ont besoin les uns des autres. Il y a le café papote, il y a les cours de gym, il y a les cours de cuisine. Raphaël, qui est enseignante en peinture en bâtiment, qui aime le travail manuel, les arts plastiques en général, les gens, adore bricoler, partager, transmettre. Après les inondations de 2021, elle a décidé de créer sa boutique atelier
atelier de création de bougies. Et elle en est fière, elle a les yeux qui pétillent. Le premier Tony, l'homme ensuite, il n'a toujours pas été indemnisé, mais ça n'a pas empêché de remettre sur pied son activité d'accordéoniste et de marchand d'accordéon. Et il joue toujours pour les civils. L'autre Tony, l'homme de l'entraide, il s'occupe toujours du club de foot de son village. Et il a dû déménager. Les choses sont bien faites. La maison dont il rêvait, en arrivant là-bas, elle était libre. C'est là qu'il vit encore aujourd'hui, loin du cours d'eau, ce qui le rassure lui, personnellement. Caroline, qui vit sur la péniche, nous raconte qu'elle est venue à Angleur vider la consultation au aîné qui avait été complètement inondée. Et là, elle a découvert surtout l'extérieur, le jardin, le potager, qui n'était pas du tout exploité. Et ça a été le coup de foudre. Le poste se libérait et elle s'est dit que c'était l'occasion de changer de secteur pour la santé communautaire. Car elle avait besoin d'autre chose. Et Angleur, c'est un immense terrain de jeu. Et depuis, elle s'y plaît vraiment beaucoup. Averse. 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 Pluie. Oh, pluie. Oh, pluie. Pluie. Oh, pluie. Goutte. Parapluie. Oh, parapluie. Oh, paraverse. Paragoutte. Paragoutte d'eau de pluie. Capuchon, pèlerine et imperméable. Que la pluie est humide et que l'eau mouille l'eau. Mouille l'eau. L'eau mouille. Alors merci surtout à Caroline, Raphaël, Brigitte, Claude, Tony, aux Gangs des Paillettes, qui sont les témoins que nous avons interrogés. Merci beaucoup à notre metteur en scène. Fabrice Piazza. Fabrice. On n'a pas fait que ça, on a aussi fait des podcasts avec Margot. Avec Margot. Organisé par le pacte sur la direction de Claire. Et en partenariat avec Arsenic et le CAC de Liège. Et en fait, est invité, Christine. Le centre culturel d'Ourtemeuse là-bas. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Et comme il ne se présente pas, merci Christelle, merci Marion, merci Fanny, merci Paul, et merci Jean-Marie. Bravo! Bien. Voilà. Fabrice me donne du son.